Monsieur Jean-Marie, on continue sur nos petites discussions sur les TP, en se focalisant dans cette vidéo sur des TP en informatique qui ont été mis en place au sein de ton établissement, où tu as participé à la mise en place, à la réflexion de la mise en place de ces TP en informatique. On a travaillé en informatique, absolument, avec les collègues en équipe, et c'est ça qui est bien. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents types de TP que vous avez mis en place? Alors là, je vais te parler un petit peu des discussions autour des différents types de TP. Alors, on n'a pas tout mis en place, mais en gros, on voit qu'il y a différents types de choses qui se mettent en informatique. Et tu as toujours en informatique un équilibre à trouver entre est-ce que tu veux vraiment te focaliser sur un point précis d'info et puis regarder l'objet informatique qui t'intéresse, ou est-ce que tu veux devenir pro et puis découvrir tout l'environnement de développement et puis travailler sur toute la chaîne de développement comment ça marche vraiment sur ton PC. Et cette question-là, elle est importante parce que la manière dont tu vas mettre en place ton TP va pas du tout être la même. Et chez nous, on est plutôt on travaille sur un environnement professionnel parce qu'on est une école d'ingénieurs et qu'on est des vrais pros. Enfin, qu'on aimerait que nos élèves le deviennent, en tout cas. Et donc derrière, tu as des trucs où tu découvres la programmation, donc à la limite, c'est pas très très grave, et puis où tu te confrontes, et puis après, tu as toute cette pratique de logiciel où il faut aller jusqu'au bout des choses et puis développer des pratiques de programmeur en plus de pratiques de concepteur. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais repasser par différents niveaux de conception, ouais, d'accord. Ah ouais, et ça c'est important parce que ça donne pas la même forme du truc à l'intérieur. Non, tu voulais faire aussi un petit focus sur les spécialités les spécificités de l'informatique. C'est important, enfin, si tu veux, tout à l'heure on parlait sur la vidéo précédente, on parlait de TP où on avait quelque chose qu'on va mesurer, un objet de mesure et puis une analyse de cette mesure. Ça, c'est les méthodes expérimentales. En info, c'est souvent assez différent. C'est-à-dire que d'une part, on a une difficulté spécifique qui est qu'il va falloir parler un langage, écrire un langage sur la machine. Donc ça, c'est un truc qui est exigeant, qui oblige à faire attention à ce qu'on va dire. Et donc ça, c'est un petit peu contraignant quand on apprend à programmer, mais ça fait partie du jeu. Donc ça fait partie des premiers trucs auxquels on est confronté. Et où là, c'est très très pratique d'avoir un enseignant qui soit à côté et qui t'aide à pas te décourager face à un compilateur qui est de mauvaise humeur et qui te donne une erreur peu compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas rentré dedans. Deuxième truc, c'est que quand tu fais de l'informatique, ton objet d'expérimentation et ton objet de mesure, c'est le même. C'est-à-dire que et puis ton cahier de labo, c'est aussi le même. Donc tu fais tout sur la même chose. Donc il y a toujours une petite difficulté à faire attention à tiens, ça c'est ce que je suis en train de faire tourner qui est je mesure, et ça c'est ce que je suis en train de programmer qui va me permettre de mesurer quelque chose derrière. Donc il y a cette difficulté qui fait que l'informatique est souvent mal comprise parce qu'on a l'impression que c'est de la techno et derrière il y a une vraie science. Donc il y a cette intrication entre technologie et science qui fait que c'est pas toujours très bien reçu par tout le monde. Alors qu'on a des jolis concepts très abstraits, mais que du coup, on observe souvent de manière très indirecte. C'est-à-dire qu'on programme un truc, on regarde ce qui se passe et on essaie de se dire oui, ça correspond bien à un concept qu'on a vu en cours. Et donc, entre un concept qui est par exemple la notion de classe et puis ce qu'on va voir dans un langage, tu as des classes, des objets, c'est une ligne de texte en disant classe, my class, et mon objet, it's a new class, class object. Quoi. Donc on a une vraie distance entre tous ces... Enfin, une différence par rapport au TP habituel. C'est intéressant cette remarque que tu fais sur la machine au jeu de l'expérimentation et au de construction du protocole, parce que finalement, si on met aussi en place un TP en ligne, on risque d'avoir cette même confusion un peu en quelque part. Mais on va regarder comment on peut éviter ça quand on se passe en ligne. D'accord. Parce qu'il y a effectivement cette question-là. Alors derrière, une fois qu'on a posé la question, je vais vous parler d'abord vite fait de TP qu'on ne fait pas chez nous, mais qui sont des vraies choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire quand on va faire un MOOC, par exemple, ou quand on va sur une plateforme comme France IOI, en fait, on va être concentré sur un exercice et puis on va avoir un environnement où on va nous dire voilà le problème, voilà la console dans laquelle vous allez pouvoir
taper le petit morceau de texte qui va correspondre à votre programme. Et puis derrière, on va lancer, on va dire c'est bon, j'ai fini. Puis on va avoir en dessous un petit résultat qui va vous dire, bah voilà ce qui est bon, voilà ce qui est pas bon, voilà ce qu'il faudrait améliorer. Et donc on dit, t'as juste ou pas juste. En fait, en informatique, on sait tester des programmes. Et donc là, on teste si le programme que l'étudiant a rendu et correspond à ce qu'on attendait. Et donc ça, c'est pratique parce que quelque part, il n'y a plus besoin de prof, on peut faire ça en ligne, soi-disant. Et ça permet d'aller très très loin en programmation. Et il y a plein de plateformes qui font ça. Donc là, j'en citais une. Dans les MOOC, on a plein de choses comme ça. J'ai même des copains qui ont développé un outil qui s'appelle Codecast, où tu commences, le prof est en train de te dire un truc, tu as l'impression d'être une vidéo, tu cliques dans la vidéo et tu t'arrêtes à l'endroit où il était en train de taper. Donc en fait, tu récupères l'éditeur sur lequel il tapait. Et donc, tu peux continuer, et puis modifier le programme, et puis valider, voir ce qu'il fait, quel est son résultat, et puis éventuellement répondre aux exercices. Donc ça, c'est typiquement dans les... Ça s'appelle Chromecast, c'est ça, Chromecast? Codecast. Code. Codecast qui est développé par FranceIOI d'ailleurs. Tu retrouves dans le MOOC l'ABC du langage C, et puis dans les MOOC autour du Fab Lab. Quand tu apprends à programmer un Arduino, tu as l'impression d'avoir un Arduino, et puis on vérifie que ton Arduino fait ce qu'il faut. Peut être pratique pour développer un TP. Tout à fait. Très bien. Je mettrai les liens sous la vidéo, hein. Pareil, comme d'hab. Ça marche. On les mettra tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment l'environnement où tu as ton exo, tu es concentré sur ton exo, et puis tu oublies tout le reste. Donc là, tu peux apprendre à savoir ce que c'est qu'une boucle, à savoir ce que c'est qu'une procédure, ce que c'est qu'un petit affichage. Enfin, tu as plein de choses comme ça, et il y a vraiment plein de choses. Khan Academy faisait des choses comme ça, et puis tu as des tas de sites qui permettent d'apprendre à programmer tout seul en ligne. Alors tout seul en ligne, FranceIOI fait quand même attention, c'est que tu programmes tout seul, mais à côté tu as des forums où tu peux aller poser la question en disant j'ai pas compris, tu pourrais m'aider, qui pourrait m'aider, etc. Donc il y a cette notion d'aide, elle va être dans le forum à côté. Non, on est sur des choses assez classiques en termes d'interaction, mais l'informaticien, on lui apprend rapidement à dire que quand il ne sait pas, il va regarder sur les forums. Donc c'est assez cohérent avec l'apprentissage de l'informatique. Alors, si je contextualise par rapport à la problématique des enseignants qui sont en train de réfléchir pour hybrider vos cours, ça c'est une astuce aussi. Moi, dans mes cours en ligne, j'ai toujours une note de contrôle continu et je dis je tiens compte des interactions, de la qualité des interactions dans les forums. Pour un peu inciter, parce que les étudiants, c'est pas toujours naturel d'aller discuter dans un forum, discutent sur Facebook ou des trucs comme ça, mais dans un forum, dans un cadre d'un cours ou d'un TP, une petite carotte quand même qu'il faut mettre parce qu'au départ, c'est pas toujours facile pour les étudiants d'aller poser des questions entre eux. Voilà, c'était la petite astuce du jour. C'est pas naturel, mais c'est important d'apprendre à rendre service. Ouais. Mais en informatique, tout le monde va te dire, de toute façon, si tu as un problème, tu vas sur Stack Overflow et tu auras la réponse. Donc c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire et qui fait partie des pratiques des informaticiens. Mais c'est intéressant pour le prof d'avoir ça dans un coin, parce que sur Stack Overflow, ça part dans tous les sens. D'avoir ça sur une plateforme dédiée me permet de mieux suivre pour le prof et de corriger éventuellement les dérives, mais de suivre ceux qui ont des idées, qui sont porteurs, etc. Absolument. Je te laisse continuer. Allez, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas aller trop vite. Là, je reparle d'un autre environnement que certains utilisent en TP et qui peut être sympathique. Je parlais des Jupyter Notebook tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente. Là, c'est une petite image où tu peux avoir quelque part un cahier numérique qui mélange à la fois du texte, des équations, ton code et les résultats de ton code. Et donc là, tu peux, quand tu fais du pas à pas, alors ça marche pas mal dans les gens qui font de l'analyse de données. Pour montrer comment tu fais une analyse, j'ai récupéré plein de données, je commence par les nettoyer, ensuite je fais une analyse quelconque, je fais du clustering, enfin tous les gens qui font du machine learning, de l'IA, des analyses de données, enfin voilà, data science, c'est vraiment un outil qui est très utilisé. Et après, on peut avoir des manières de le partager. Donc ça peut être local, ça peut être à distance, ça peut être en ligne et ça peut être partagé. Donc c'est un autre outil, c'est pas de la science informatique classique d'informaticien, mais ça fait partie du jeu aussi, ça fait partie du panorama. Après, je voulais parler du vrai TP sur la machine.
Alors là, j'ai fait juste une petite image. Là, je suis sur ma machine, je tape sur ma machine, j'ai mon éditeur sur ma machine, j'ai mon compilateur sur ma machine, et puis j'ai mis un petit robot à côté qui, dans un premier temps, va être dans la machine. Tiens, donc c'est le programme que je vais faire tourner, il va faire quelque chose. Alors, ça peut être de faire tourner un robot. Il y a des gens qui aujourd'hui font des TP de robots où on va faire tourner un robot à côté. C'est aussi des TP qui sont dessus. Mais comme on disait précédemment, mon robot, ça peut être un vrai robot. Ça peut être quelque chose qu'on va faire tourner. On peut concevoir Par, son ex- par exemple, tu parles, je vais donner un exemple pour contextualiser, le projet R2T2 de l'INRIA avec des robots Timio. Alors là, c'est même pas dans l'enseignement supérieur, c'est dans des lycées ou des collèges, même dans certaines fois des écoles primaires, où il y a des robots qui sont à l'EPFL à Lausanne et des écoles du monde entier se connectent dessus et ont des challenges à faire. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc là aussi, TP collaboratif à distance au niveau mondial. Ouais, donc la manip robot, c'est une manip que tu retrouves dans le collège, dans le secondaire, et tu retrouves aussi dans les projets de démarrage en école d'ingénieur. Nous, on a un challenge comme ça où on démarre sur un robot en simulation. Donc, on fait la simulation et on programme en simulation. Et puis, au final, on a un vrai robot qu'une équipe a développé, qui est connecté, qu'on commande avec un téléphone, avec un smartphone par Bluetooth, et puis on fait des compétitions entre petits robots qui courent dans tous les sens. Et c'est assez sympa, ça mélange de l'Arduino, ça mélange de la programmation sur téléphone, de la programmation de robots, enfin on fait des trucs assez sympas. Donc on peut imaginer plein de modalités de travail et qui vont au-delà du simple TP d'informatique et ou du simple TP d'électronique. Parce qu'on rajoute même une dimension design là-dedans. Donc voilà, donc le TP, c'est je programme et puis j'ai un objet qui va tourner. Ça peut être un programme sur la machine ou un robot à côté. C'est vrai que ça permet d'éviter de confondre ta machine de développement et ta machine d'exécution, ta machine cible. Voilà, donc ça c'est le TP classique. Et puis quand tu es en confiné, Ouais. ton robot, alors soit il a été fait pour pouvoir être accessible et que tu récupères ceux de l'EPFL, c'est sympa. Soit tu le fais en simulation, soit nous on était sur des TP d'interface machine, et donc on était sur nos machines à nous, nos étudiants travaillaient sur leur machine à eux, ils avaient un vrai environnement de développement sur leur machine et ils exécutaient sur leur machine. Donc là, tu es un peu à distance. Mais en fait, ce qui est sympa, c'est que ça marche pas si mal. Ce qu'avaient fait les collègues là, donc, dans ce cours d'interface machine, c'est qu'en fait, on faisait un petit spot d'une petite demi-heure au démarrage en disant voilà, le sujet du jour, c'est ça. Les trucs que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà les concepts que vous allez apprendre, ce que c'est que la programmation événementielle, ce que c'est que des widgets, ce que c'est qu'une structure en arbre pour représenter une interface, etc., etc. Donc un petit truc très court avec un outil comme Zoom. Puis après, on basculait sur plein de salles de TP. Et les salles de TP, on les découpait en petites salles avec 2, 3, 4 étudiants. Donc les étudiants travaillaient dans leur petite salle Zoom ou Teams, tu fais ça comme tu veux, on doit pouvoir faire ça aussi en Big Blue Button pour les gens qui préfèrent des bons outils. Et donc du coup, ils travaillent entre eux, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent partager leur écran entre eux. Et toi, tu peux passer d'une salle à l'autre, parce qu'en fait, tu vas être assistant de TP et tu vas pouvoir travailler avec là. Donc, il y a Discord aussi que j'ai oublié de citer, qui est un excellent outil. Donc là, je mettais la copie de ce qu'on trouve sur Big Blue Button. On a plein de choses qui permettent pas seulement de faire un cours, pas seulement de faire travailler, de passer de l'information, mais qui permet vraiment de passer de je vous présente un truc, allez-y, faites-le, discutez-en, vous avez des questions, remontez-moi mes questions, et donc on peut faire quelque chose de très très interactif. Et nous, on faisait de la programmation parce que c'était ça notre objectif, mais on a des tas d'autres gens qui ont fait du travail des TD en maths, des TD en ce que tu voudras. Bon, là, on avait des constructions de modèles en base de données. Enfin, on peut faire plein de choses par petits groupes. Je pense que c'est assez classique. Et puis, on peut vraiment alterner cette dimension petit groupe et puis resynthèse en grand groupe. Et ça marche bien avec ces outils-là aujourd'hui. C'est le truc que je ne connaissais pas avant d'arriver en confinement et qu'on a découvert et qu'on a vite tous utilisé parce que ça marche très bien. Et ça permet vraiment de travailler ensemble. Et là, que les gars soient sur place ou que les gars soient à distance, c'est presque pareil. Alors presque, je dirais presque, parce que si on regarde la collaboration, le slide suivant, les gens peuvent partager l'écran. Alors, ça a une bonne qualité, c'est que chacun a son clavier, chacun a sa machine, Ouais. chacun fait son programme. Donc, ils ne sont pas en train de mélanger.
et ils sont obligés de programmer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de temps en temps un peu de mal avec nos étudiants, c'est que tous sont en train de taper, qu'il n'y en ait pas un qui regarde, et puis l'autre qui sont en train de taper. Parce que le coup de faire la paillasse à deux, il y en a souvent un qui manip, et puis un qui regarde. Donc là, on a quelque part les obligations à faire chacun sur leur machine. Et puis le fait d'avoir cette visio qui est au-dessus, le prof va pouvoir passer, puis va pouvoir discuter, va pouvoir échanger avec les gens. Alors par contre, quand tu as une mauvaise connexion avec un Chinois qui parle plus français, ça devient un peu compliqué. Surtout quand tu peux pas accéder à sa machine. C'est du vécu. J'ai rien contre les Chinois, hein, mais voilà, c'est juste pour dire, j'aurais pu dire n'importe quoi. Quand il y a une difficulté. Il y a parfois des firewalls récalcitrants. Hein. Voilà. Et donc là, ça peut être un peu compliqué. Mais au moins, le prof entre dans la salle, sort de la salle et a une interaction qui est relativement classique. Sauf que c'est un peu plus compliqué de se mettre sur la machine et de taper à la place de l'étudiant. Mais quelque part, c'est pas forcément une mauvaise chose que de ne pas lui prendre le clavier pour lui montrer comment faire, parce qu'il fait plus. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, mes collègues sont assez partagés parce qu'ils ont bien remarqué qu'il y avait des dynamiques comme ça en petits groupes. Par contre, ça marche pas à tous les coups. Il y a des gens qui restent pas très longtemps. Donc il y a la distance, le fait qu'on n'est plus en face à face et qu'on se regarde pas dans les yeux. Pas toujours parce que tout le monde n'a pas sa vidéo tout le temps. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a des dynamiques intéressantes qu'il faut creuser de ce côté-là. Voilà. Et ça, c'est contraint par les outils de visio. Mais ça marche pas si mal. Et alors, j'ai pas pratiqué, mais je voulais parler avant de dans ce petit webinaire là, enfin interview, des éditeurs partagés. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui permettent, enfin, on a plein d'outils qui permettent de partager des éditeurs. Comme on a des Google Docs depuis longtemps, comme on a des éditeurs partagés, des traitements de texte partagés depuis longtemps. Maintenant, ça se fait pas mal en informatique. Donc, on peut être tous à taper du code informatique ensemble. Deux trucs qui m'inquiètent un peu derrière ça, c'est que ça veut dire que là, on peut retrouver sur quelqu'un, un qui travaille et l'autre moins. Donc ça, je ne l'ai pas testé. Donc, je me pose la question et je serais content d'avoir des gens qui me fassent des retours là-dessus. Et puis, la position du prof, là, je l'ai mis en flouté, du coup, parce que c'est moins clair d'entrer dans un éditeur partagé. Parce que tu n'es pas visible de la même manière, et puis parce que gérer 10 ou 12 éditeurs partagés sur ton écran, ça doit commencer à être un peu compliqué à savoir avec qui tu es en train de partager. Donc j'ai un doute là-dessus. C'est un bel outil pour travailler ensemble, pour faire pour les gens qui sont vraiment motivés à travailler. Pour des gens qui ne sont pas motivés, je me pose des questions. Donc je serais preneur de retour d'expérience là-dessus. Mais c'est un mode de collaboration. Et puis l'autre chose dont je voulais parler et qu'on connaît moins et qui est intéressante malgré tout, c'est qu'aujourd'hui on a plein d'environnements de développement qui permettent de développer dans le navigateur. C'est-à-dire ton navigateur devient ta machine de développement. Et on a des outils, alors j'en cite quelques-uns ici, mais il y en a d'autres, qui sont à la fois, tu as à la fois ton éditeur et puis tu as ta cible. D'ailleurs, on parlait du robot. Donc j'ai mis un petit robot, mais là souvent c'est orienté développement web. Donc en fait, tu as un site web qui est dans une de tes fenêtres. Donc tu programmes ton site web, tu mets à jour ton site web et tu vois tout de suite ce qui se passe sur ton site web. Et tu peux évidemment le partager avec tes camarades. Et donc là, tu as quelque chose qui est complètement virtualisé et qui permet de faire des TP virtuels d'une certaine manière. Et où tu es collaboratif, où tu peux partager tes résultats, où tu peux travailler à plusieurs et où tu peux publier tes résultats. Donc c'est pas mal. Les collègues sont un peu réticents parce que c'est pas l'environnement de développement professionnel. C'est parfois un peu spécifique au web, mais si vous voulez faire du web, n'hésitez pas. Ça permet de faire plein de choses. D'accord. Donc là, je mettais après juste un écran d'un exemple d'une appli comme ça, là, qui Gitpod, où on a sur la gauche de l'écran les fichiers qu'on peut manipuler. On voit qu'il y a une base de données, il y a des fichiers de configuration, il y a tout ce que tu trouverais dans un site web. Au milieu, là où tu tapes ton code, et puis à droite, tu as à quoi ressemble ton site web et comment il peut interagir dessus. Donc tu as vraiment en une fenêtre
tout ton environnement de développement que tu peux partager avec ton petit camarade ou avec ton prof si tu veux. Là-dessus, tu mets un petit coup de streaming du Twitch ou ce que tu voudras, du Discord, et tu peux partager ta programmation et montrer comment tu programmes aux autres. Ça marche pas mal. Il y a des tas de gens qui font ça. Et après, tu peux, une fois que tu as ton résultat, tu partages ton code. Il y a plein de plateformes aujourd'hui pour partager ton code. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais moi, j'ai vu l'année dernière, je regardais un petit peu. Il y a des facs américaines où le résultat du TD, il était publié là. C'est-à-dire que le prof allait regarder le résultat du TD ou du TP sur le site résultat sur Repelit ou des choses comme ça. Donc tu voyais tout ce qu'avaient fait tous les étudiants de la classe et toutes les solutions qu'ils avaient mis en œuvre. Et c'est assez sympa. Ça permet éventuellement de récupérer, de recopier, de modifier, mais si tu mets un sujet suffisamment ouvert, ça donne des trucs assez excitants, on va dire, pour parler anglais. Très bien. Merci Jean-Marie. Là aussi, on a fait que 10 minutes de discussion, de présentation sur les TP en informatique. Et on a fait le tour. Pour ce coup-ci, c'est bon. Merci monsieur. À tout bientôt, Christophe.